Bienvenue à notre podcast Never Overdue. Cette fois-ci, c'est un peu spécial parce que j'ai ici avec moi Jean-Baptiste Fabricator. Un tout grand merci d'être ici et bienvenue. Merci à toi, Jean-Paul, pour l'invitation. Jean-Baptiste, directeur responsable pour la Belgique de Jetfly. On va parler aviation, on va même parler aviation privée, on va parler Pilatus, on va parler une clientèle qui va avec cette aviation privée. Moi, j'ai toute une série de questions. Est-ce que c'est tellement cher? Est-ce que ce qu'on dit? Est-ce que c'est tellement compliqué? Est-ce qu'il y a tellement d'éléments là-dedans? Donc, moi, ce que je te propose, c'est que cette fois-ci, on ne va pas travailler avec les enveloppes. J'ai plus qu'assez de questions. Et commençons par le début. Jean-Baptiste, peux-tu te présenter? Oh, ça va aller très très vite. Jean-Baptiste Fabricator, 45 ans. J'ai fait toute ma carrière dans un secteur qui est complètement différent de celui de Jetfly, donc j'étais pas du tout dans le secteur de l'aviation privée. Moi, j'ai fait mes classes plutôt dans la communication et les médias, et donc j'ai travaillé plus ou moins 25 ans dans la communication et les médias, et j'ai eu pendant 17 ans ma propre agence de communication et médias avec des magazines digitaux. Oui, qui était LVS Productions. Ça s'appelait LVS Productions, et il y avait un produit qui était à l'intérieur de l'offre qui s'appelait ETV, donc c'était un magazine luxe lifestyle sur le web. Donc en fait, avant même l'arrivée des réseaux sociaux, j'avais développé un site internet en 3D, donc qui était créé en Flash. Donc c'était un peu le métaverse avant l'heure. On pouvait évoluer au fait dans un appartement comme ça. Donc chaque pièce correspondait à un secteur d'activité, donc la salle de bain, beauty et compagnie. Et ça n'a pas trop marché parce qu'en fait, au niveau du codage, Google ne reconnaît pas le Flash. Donc j'ai dû passer sur un site en HTML. Oui. Mais vraiment, voilà, j'ai toujours, en tout cas, combiné la production vidéo avec un média en support qui s'appelait ETV, et ça marchait très très bien. Ça a marché pendant 17 ans. Après, effectivement, le média aujourd'hui souffre un peu, mais en tout cas, c'était vraiment une expérience incroyable pendant ces 17 années. Oui, parce que 17 années, ça veut dire que tu as commencé en 2008. J'ai commencé en 2008, alors c'était vraiment la crise financière. Donc moi, je remets mon préavis en septembre 2008, et en octobre 2008, c'est la fin du monde, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vraiment le crash énorme. Donc en fait, bizarrement, la crise nous avait plus porté que freiné parce que les marques étaient à la recherche de nouveautés, mais avec des budgets qui étaient assez accessibles en fait. Et j'arrivais vraiment avec une nouvelle offre sur le marché, donc avec ce côté un peu digital. Oui. Comme je disais avant, vraiment l'avènement des réseaux sociaux, on produisait énormément, ce que les médias traditionnels ne faisaient pas. Oui. Et donc oui, on a eu un succès assez immédiat, et puis voilà, ça s'est lissé tout au long de ces années comme ça. Oui, parce que si je me souviens bien, avant c'était PPMG, et là c'était vraiment les magazines et le papier. Tout à fait. Puis tu es passé dans le digital en 2008, en fait, grosse crise, où tu as fait tes marques. Et alors, tu m'avais raconté une histoire aussi Corona pour vous. La Corona a aussi apporté beaucoup de nouvelles choses. La Corona, la Covid. La coronavirus. Oui, là, tu m'avais dit. Dans le sens où... tu as dû te réinventer. J'ai dû me réinventer, donc en fait, je faisais ce que tu fais ici. Hein. Ouais. Excuse-moi. Oui, non, mais j'avais pas compris la question, mais effectivement, le coronavirus, en fait, m'avait demandé de me réinventer. Donc, à la fin de ce parcours, en tout cas dans les médias, il a fallu se réinventer. Donc, j'ai fait un peu ce que tu fais aujourd'hui. Donc, je faisais énormément de podcasts. Ça avait vraiment beaucoup marché. Donc, j'ai positionné une chaîne télé qui s'appelait le Cercle de Wallonie TV, donc, pour le Cercle de Wallonie, avec Amit Faljaoui, en fait, qui était le directeur, en tout cas, du Cercle de Wallonie, et qui est aussi directeur de Trends Tendance. Et donc, en fait, on réalisait un peu ce genre de choses. Et franchement, oui, ça avait beaucoup marché. Mais en sortant du Covid, justement, après, ça s'est un peu éteint, en tout cas. Et oui, mais de nouveau, un moment de réinventer. Oui, mais on se réinvente tout le temps, et en fait, peu importe le secteur, en fait, je crois que ce qu'il faut, c'est toujours rester un peu éveillé, en tout cas. Il ne faut pas rester assis sur ses acquis. Je crois qu'en Belgique, c'est peut-être un de nos défauts, c'est qu'on est bien installé dans son fauteuil, confortablement, et puis après, quand on réalise qu'on est peut-être un peu has-been, ou enfin voilà, il faut toujours rester un peu attentif à ce qui se passe sur les marchés, et il faut effectivement constamment se réinventer. C'est très important, et peu importe le secteur. Et tu touches de nouveau un secteur de rêve. Alors comment fais-tu le pas, ou comment fais-tu le passage de la com à l'aviation?
J'étais tout simplement en recherche d'un nouveau challenge, tout simplement. Je pense que j'étais un peu fatigué et puis c'est épuisant la production, c'était beaucoup de voyages, énormément. On pouvait prendre jusqu'à 30 vols en 3 mois, donc c'était vraiment très, très fatigant. Et puis effectivement, il y a ce côté un peu où il faut se réinventer constamment et j'avais l'impression d'être toujours un peu seul à la barre. Je recherchais peut-être un nouveau challenge, mais aussi retrouver un peu cette ambiance collective, ambiance de groupe, ne plus toujours être un peu seul aux manettes et partager une expérience avec d'autres personnes. Retrouver un peu cet effet collectif en fait. Oui, et ce que tu as retrouvé maintenant chez Jetfly. Ce que j'ai retrouvé alors pour la petite histoire, ce qui est assez marrant, c'est que c'est ici que ça a commencé, parce que vous avez un bureau aujourd'hui et je voulais saluer aussi Maxime Durand. Je voulais aussi remercier Monia Kaila qui m'avait invité à rencontrer ici des personnes chez Lincoln, ici en bas. Oui. Ils n'avaient rien pour moi en fait à l'époque et donc en fait ils m'ont connecté avec quelqu'un de Lincoln Luxembourg et lui m'a appelé et ça a tout de suite matché. Il m'a proposé donc ce nouveau challenge qui était justement d'ouvrir le marché Jetfly ici en Belgique. Oui, Lincoln qui est effectivement spécialisé dans tout ce qui est plus haut management, tout ce qui est C-level en fait, que ce soit des petites ou des grandes entreprises. On va passer Jetfly dans quelques minutes. Peut-être juste un truc, parce que tu as fait quand même un petit bonjour à ceux de Lincoln. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres marquantes pour toi dans ta carrière? D'autres personnes que tu dis, ceux-là, ils m'ont vraiment aidé dans la croissance que j'ai fait? J'ai longtemps été tout seul, donc effectivement, je pourrais pas citer grand monde, mais je pourrais citer une personne. Donc c'était cette personne chez PPMG à l'époque qui m'avait embauché et lui m'avait mis sur la voie du digital. Oui. Et il était encore très télé. C'est-à-dire que en fait, lui faisait un peu le passage magazine télé, donc essayer de se diversifier, mais il voulait rester un peu très télé, mais il avait un vrai côté digital. Personne ne parlait de digital à l'époque, et donc c'est lui qui m'a amené sur ce terrain du digital, et je le remercie parce que de nouveau, j'avais aucune expérience, et il a plutôt vu un peu, je crois, une personnalité, plus qu'un profil. Donc c'était quelqu'un qui basait pas son travail sur le CV quand il recrutait, mais plutôt sur l'affect. Et je pense que c'est très important aussi. Ça, c'est personnel, mais je pense que voilà, c'est très important aussi l'affect. Magnifique. Bon, parlons de Jetfly. Ok. Alors, Jetfly, c'est quoi? Jetfly, c'est une société d'aviation en fait, donc, qui est basée au Luxembourg. Donc, elle s'exprime en fait, aujourd'hui partout en Europe. C'est une société qui remplit tout le scope en fait, de l'aviation privée, donc toute la chaîne de besoins. Donc en fait, on peut aussi bien répondre à des personnes qui voudraient être plein propriétaires dans l'aviation, donc des gens qui voudraient acquérir leur avion. On peut aussi répondre à des demandes beaucoup plus ponctuelles avec un département charter. Donc ça, c'est de la location pure. On va mettre des clients en relation avec des opérateurs de par le monde. Et donc, en fait, voilà, c'est très simple. Ils bouclent leur vol, mais c'est plutôt destiné à des gens qui vont voler moins de 15 heures par an. Oui. Ensuite, on fait aussi l'accompagnement et le conseil au niveau achat-vente d'avions. Pour les personnes qui voudraient acquérir un avion ou en tout cas le revendre peut-être. Et donc en fait au cœur de notre offre, et c'est la raison pour laquelle moi je suis ici en Belgique, c'est qu'on on est leader européen en fait dans le système de propriété partagée, de copropriété, ce qu'on appelle plus communément le time sharing au niveau de l'aviation privée. Oui, ce qu'on connaissait avant à Benidorm, les appartements qu'on avait en time sharing, maintenant c'est possible avec les avions. C'est ça, mais c'est né en Europe, en fait, le time sharing, c'est né dans les années 70 ici, dans le sud de l'Europe exactement. Et en fait, dans l'aviation privée, en fait, c'était Richard Santulli qui est le créateur de NetJet, qui est le leader mondial au niveau de l'aviation privée, qui avait transposé ce modèle du time sharing à l'aviation. Et donc en fait, en gros, c'est quoi le time sharing au niveau de l'aviation? C'est on va mutualiser l'achat et les frais qui gravitent autour de l'acquisition d'un avion entre plusieurs copropriétaires, ce qui permet de baisser les coûts d'acquisition, mais également aussi tous les frais de gestion. Mais là aussi, vous faites quand même la différence avec vos concurrents. Hein. Là, tu m'avais bien expliqué qu'au début, chez vous, en fait, c'est un peu un safe bet, dans le sens que si je fais un time sharing chez vous, je sais à quoi m'attendre, tu n'auras pas de mauvaise surprise. Non, vraiment, et en fait c'est pour ça, comme je le disais, que juste avant qu'on démarre l'émission, c'est qu'il y a vraiment une réelle transparence au niveau chez Jetfly. Je crois que c'est pour ça que le concept marche aussi bien. Donc en fait, effectivement, il y a le fait que quand vous êtes chez Jetfly, vous êtes vraiment le propriétaire de votre avion, en tout cas le copropriétaire, propriétaire de l'avion. Vous achetez une fraction de cet avion qui va vous donner droit à un nombre d'heures.
Oui. Okay, par an. Le programme dure 10 ans. Vous pouvez sortir après 5 ans si vous voulez. Oui. Et donc après 10 ans, en fait, vous pouvez ressortir du programme et vous allez récupérer une partie de ces frais d'acquisition moins la dépréciation. Si on prend un PC-12 par exemple, qui est l'avion phare chez nous, vous allez récupérer plus ou moins 50% de la valeur de cet avion que vous avez mis au début. Oui. Et donc quand vous êtes propriétaire, vous avez votre nom sur le certificat d'immatriculation, ce qui vous garantit en cas de problème chez Jetfly, on pourrait avoir un problème de faillite, on pourrait avoir un problème de... Enfin, je ne le souhaite pas et je pense que c'est encore en arrivé, mais ça arrive. Donc on pourrait faire faillite ou on pourrait être interdit de vol parce qu'on ne fait pas bien notre métier, ça aussi ça arrive. Et donc en fait, si demain il y avait un problème avec Jetfly, votre asset est là, vous pouvez toujours le revendre avec les autres copropriétaires. Il y a d'autres systèmes qui existent, et qui existent notamment en Belgique, où en fait, dans d'autres sociétés, vous allez être actionnaire d'une société qui détient l'avion avec une banque. Si cette société est déficitaire, vous êtes actionnaire d'une société déficitaire, et si cette société aujourd'hui fait faillite, la banque se servira avant vous, donc en fait, votre investissement n'est pas garanti. Donc ça vous coûtera moins cher sur papier, mais en réalité, c'est vraiment risqué. Ah oui, donc il y a effectivement le fait que tu es vraiment propriétaire de ton avion et que tu es le premier à avoir main dessus. Il y a la partie effectivement que l'argent qu'on met dedans au début, il y a moyen de le récupérer ou quand même en partie après amortisation en fin de course. Mais puis il y avait aussi les frais fixes, là aussi vous avez un système qui est assez différent. Oui, en fait voilà, après on a des frais de gestion qui vont couvrir en fait tout l'ensemble des services, donc ce sera la maintenance, les entretiens, les assurances, les réparations, les pilotes, et donc en fait ces frais de gestion sont fixes, donc vous savez clairement ce que vous payez. Oui. Et ensuite vous n'allez plus que payer les heures de vol occupé. Oui. Il y aura juste une variable, c'est l'indexation du fuel qu'on fait tous les 3 mois parce que le fuel varie en fonction de la conjoncture économique, comme tout le monde le sait. Oui. Donc ça, c'est un peu la seule variable. Et la deuxième petite variable, c'est les taxes d'aéroport. Oui. Chacun paye sa taxe d'aéroport. Si vous atterrissez par exemple ici à Spa, ça va vous coûter 50 €. Si vous atterrissez à London Gatwick, ça peut vous coûter jusqu'à 2 000 €. Oui, donc c'est quand même beaucoup plus cher. Et en plus, il y a des aéroports aussi où tu ne peux pas atterrir si tu n'es pas propriétaire. Voilà, alors en fait, ce que garantit notre promesse chez Jetfly, c'est tout simplement la garantie des disponibilités. Donc par exemple, au niveau du charter, on ne va pas vous garantir la disponibilité s'il y a un problème avec l'avion qui doit venir vous chercher la veille. S'il a un problème, il ne viendra pas vous chercher. Oui. Ici, chez Jetfly, on a une flotte de 70 avions. Donc on a vraiment une vraie force de frappe. Si un de nos avions avait un problème moteur, par exemple, et qui ne pouvait pas décoller, avec un autre avion, on viendra vous chercher. Donc ça, c'est la garantie des disponibilités. Après, de par le type d'avion avec lequel on travaille, donc nous, on travaille avec une marque suisse, essentiellement, donc Pilatus. Donc Pilatus est à la Suisse que Dassault est à la France. Donc c'est vraiment un peu de l'horlogerie suisse. C'est vraiment du nec plus ultra. Ouais, par exemple, avec un PC-12, on peut vous garantir d'atterrir sur 3 fois plus de pistes, de par la nature de l'appareil. Oui. Donc c'est 3 fois plus de terrain. Donc en fait, la promesse, c'est aussi de pouvoir vous déposer au plus près de chez vous. Par exemple, vous avez des affaires à Malmedy, je peux vous déposer à Malmedy. C'est un peu le 4x4 ou le Land Rover Defender des avions, alors. C'est vraiment, il faut le voir comme ça, c'est le Defender de l'air. Oui. C'est un avion à la base qui vient du génie militaire et qu'on a intégré dans l'aviation civile. Et donc, oui, c'est un monomoteur, c'était un avion qui était vraiment développé pour aller livrer des marchandises en haute altitude pour l'armée suisse dans les montagnes, par toutes les conditions. Et donc oui, c'est vraiment un avion incroyable qui est apprécié dans le monde entier. C'est l'un des avions les plus vendus. Ouais. Ouais, très bel avion et turboprop. Turboprop. Donc c'est aussi turboprop, sans vilain jeu de mots, c'est l'un des meilleurs élèves en termes de durabilité. C'est l'un des avions les plus propres au monde en fait. Justement, durabilité, je sais parce que tu m'avais dit, on a préparé naturellement notre entretien, et tu m'as dit Jean-Paul, n'hésite pas à approcher la partie durabilité. Bon, il est clair, dans l'aviation privée, et il y a certainement des choses à dire niveau écologie et niveau durabilité, mais je sais qu'avec Jetfly, vous mettez quand même différentes choses en route pour aller vers une aviation du futur, une aviation beaucoup plus écologique. Alors il faut reprendre un peu le problème, si je peux dire, dans un contexte global en fait. Il faut savoir que l'aviation d'affaires mondiale, ça génère 220 milliards d'euros, dont 87 pour le continent européen et dont 37 en valeur ajoutée brute dans le secteur. Ouais. Donc, en fait,
Déjà, il faut vraiment faire une corrélation entre tout ce qui est situation économique et donc la demande en termes d'aviation privée. Il y a vraiment une corrélation entre les deux. Au fait, quand une situation, enfin, je veux dire, quand la situation économique est positive, il y a beaucoup de demandes. Quand la situation économique est négative, l'offre, effectivement, il y a beaucoup moins de demandes. Pardon. Et en fait, il faut le voir un peu autrement. L'aviation privée, ça génère 192 000 emplois directement. 192 000 ? Oui, ici, rien qu'en Europe. Et donc, en fait, ça aide des milliers de petites entreprises. Donc, en fait, il faut voir aussi l'impact direct, mais aussi indirect. C'est vrai qu'on connaît les grandes compagnies aériennes qui donnent du boulot à tout le monde. Mais moi, je ne me rendais pas compte que c'était 192 000 personnes qui travaillaient, et toutes des PME, en fait. Oui, toutes des petites boîtes. Toutes des petites boîtes, en fait, qui gravitent autour. Il y a le handling, il y a les petites sociétés qui vont préparer vos sandwichs, il y a de tout, en fait, là autour. Il y a des sociétés de maintenance, il y a... l'aéroport Aspa. Oui, mais voilà, c'est ça. Alors, ils ne sont pas nombreux, mais je veux dire, par exemple, rien que chez nous, chez Jetfly, on reste quand même une petite structure par rapport à l'aviation commerciale, mais on est 250 pilotes et 250 personnes qui vont gérer l'opérationnel. Donc, ça représente effectivement de l'emploi. Et donc, en fait, quand on remet un peu tout ça dans son contexte, nous, on préfère voir en fait le verre à moitié plein. Pourquoi ? Parce que tout le monde se pose ces questions de durabilité. Elles font partie intégrante aujourd'hui de la société. Mais je veux dire, nous, on est très fiers aujourd'hui de participer à cette 4e révolution dans l'aviation qu'on appelle la décarbonisation de l'aviation. Et donc, on fait des choses très concrètes à ce niveau-là. La première, c'est qu'on ne facture jamais les vols à vide chez ce qu'on appelle les vols de positionnement. En fait, on ne va jamais les facturer à nos clients. Donc, les vols à vide sont gratuits ? Sont gratuits, oui. Donc, en fait, on a tout intérêt à les offrir à nos clients. Oui. Donc, on leur offre. Donc, en fait, ça diminue en fait, le nombre de vols à vide. Et l'empreinte carbone par passager. Ouais. Donc si on met plus de passagers dans les avions, effectivement, c'est déjà quelque chose d'un peu plus positif. Après, à cela, on fait par exemple, on a lancé notre programme de flight sharing. Donc en fait, un copropriétaire peut ouvrir son vol, définir le nombre de sièges qu'il a envie d'ouvrir. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça va... donc c'est pour les copropriétaires, ça va, je veux dire, un copropriétaire qui voudrait se greffer au vol, en fait il va accéder à un vol à moindre frais, et celui qui ouvrira son vol, en fait lui verra sa facture mensuelle diminuer, parce que voilà, le prix d'un siège sera au prorata du montant total du vol en fait. Oui. Ouais. Et la dernière chose qu'on fait, et ça c'est la plus importante, on fait des choses ultra concrètes qui sont auditées en fait. Donc on a lancé notre programme SAF ici le 1er avril, et en fait le SAF c'est quoi ? C'est un carburant durable, donc ça s'appelle le Sustainable Aviation Fuel. Oui. Et donc en fait, pour des raisons en fait, on va dire logistiques, on nous autorise en fait à pouvoir faire, à mettre 50% de SAF maximum dans nos appareils. Et c'est pour quelle raison ? Parce que sinon on devrait passer par la transformation en fait, mécanique des avions. Donc oui, j'imagine. Donc en fait ça engendrerait pas mal de choses, les chaînes de production. Et donc en fait on nous autorise à... Et puis surtout parce que le SAF est produit en quantité limitée. Oui, donc il n'y en a pas encore assez. Il n'y en a pas encore assez, et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles en fait, les quantités sont limitées, mais donc on peut mettre 50% maximum. Chez Jetfly, on en met 40%, et ça va réduire de 40% vos émissions de CO2. Et donc le SAF est produit à partir de matières recyclables, d'usagers, de déchets ménagers, de ce genre de choses. Et donc en fait on va intégrer ce SAF, donc c'est un blend, 40% de SAF avec du kérosène traditionnel, et donc on va l'injecter directement dans notre flotte. Donc nous on s'approvisionne chez Nest, et c'est World Fuel Service au Bourget qui tank nos avions. Donc on a choisi vraiment Nest parce qu'ils sont basés à Rotterdam, et ça faisait sens de nouveau au niveau durabilité de travailler avec une société qui était basée pas trop loin de chez nous, étant donné qu'on s'exprime en Europe. Mais il y a d'autres sociétés de SAF qui existent de par le monde. Parce que Jetfly, effectivement, c'est 70 avions, mais comme on peut voir sur votre site web aussi, sur le plan, c'est en Europe que ça bouge. C'est en Europe que ça bouge. Alors à ce titre-là, on a aussi développé un nouveau partenariat avec PlaneSense, qui est notre pendant américain. Donc nos copropriétaires peuvent échanger leur quota d'heures aux États-Unis, et les clients de PlaneSense aux États-Unis peuvent venir en Europe et échanger leur quota d'heures chez Jetfly. Donc ça, c'est aussi un des avantages de la copropriété. Donc en gros, pour résumer, c'est plus de flexibilité, d'efficacité, de durabilité. Donc ça fait partie aussi de la promesse Jetfly. Parlons justement de vos clients.
moi j'avais compris qu'on sait déjà commencer. Il y a 3 modèles. Il y a un Cirrus, un Pilatus PC12 et un Pilatus PC24. Oui. C'est ça, dont le Cirrus le plus petit. Oui. Oui, je pense qu'il y a 3 personnes qui peuvent accompagner. 4. 4, nickel. Et alors on passe au Pilatus, ça c'est déjà pour les plus grandes familles. 8. 8. Et alors, PC24, 8 aussi. Et PC24, 8 aussi, mais ça va plus vite. La cabine est plus importante. En fait, il y a plus de confort, entre guillemets. Et effectivement, 2 fois plus vite. Et alors, donc, on s'est acheté déjà un 16e. À partir d'un 16e, les livres s'ouvrent. Voilà, donc ça, ce sont les autorités luxembourgeoises qui nous obligent à vendre un 16e. Donc ça correspond à 6,25% de l'avion. Donc c'est la plus petite fraction, et comme je disais, qui va vous donner un nombre d'heures que vous allez pouvoir effectuer chaque année pendant 10 ans. Oui. Et donc on a effectivement 3 avions différents qui répondent à 3 besoins différents aussi. Le Cirrus, c'est pour des personnes... déjà, c'est un peu l'entrée de gamme, en fait. Oui. Donc c'est pour des gens qui n'ont peut-être pas spécialement vraiment déjà les moyens, mais qui vont se dire, tiens, voilà, je peux quand même déjà me permettre de voyager en termes d'aviation privée. C'est pour des gens qui vont voyager plus ou moins en couple. Oui. Ou alors des personnes, des patrons de société qui seront avec leurs assistants ou ce genre de choses, et qui ne doivent pas aller spécialement très très loin. Ensuite, il y a le PC12, oui. Le range est déjà plus long, oui. Plus de capacité, donc on peut mettre 8 personnes dedans, et qui peut atterrir sur des terrains escarpés, donc on peut poser sur gazon, on atterrit à Courchevel, Gstaad, Épernay, oui. Donc c'est assez impressionnant. Oui. Et le Cirrus a ça aussi? Il sait aussi atterrir sur les trucs? Non, le Cirrus non. Non, là ça doit vraiment être du tarmac alors à ce moment-là. Oui, alors on est vraiment sur du tarmac, oui. Oui. Et alors le PC24, lui peut atterrir sur gazon par exemple, oui. Mais il faut que la piste soit assez longue. Oui. Et le PC24 a une cabine 2 fois supérieure à celle du PC12. Oui. Comme je disais, il va plus loin, plus vite. Là, on est dans plus de confort et on s'adresse à des personnes qui recherchent surtout cette notion de temps gagné. Oui. Et vos clients, au jour d'aujourd'hui, c'est uniquement des fortunés ou il y a des passionnés là-dedans? Comment est-ce que je dois voir ça? Non, on va rester honnête. Je veux dire, ça s'adresse quand même à une certaine partie de la population. Oui. C'est quand même un service assez spécifique. Il y a des passionnés qui sont chez nous, mais ce sont des personnes qui auront quand même les moyens de pouvoir s'offrir ce genre de service. Oui. Et c'est surtout pour faire la fête ou c'est surtout pour faire du business? Bon, alors on va pas se mentir non plus à ce niveau-là. Oui, il y a l'aviation privée bling bling qui existe, joueur de foot ou star du hip-hop ou de la télé, peu importe. Mais on n'est pas du tout dans cette configuration-là chez Jetfly, de par même de par nos valeurs, mais même ce qu'on dégage en termes de communication. On a des logos qui sont plus ronds, on a des couleurs un peu moins flashy, je pense. Moins flashy, mais les gens qui viennent chez nous viennent essentiellement pour des raisons professionnelles. Donc, le client type chez nous vient pour acheter un outil qui lui permettra de gagner du temps, donc un outil de travail, effectivement. Oui. Est-ce que tu es dans un marché, parce que pas mal des personnes qui nous écoutent et qui nous regardent au jour d'aujourd'hui ne connaissent pas très bien ce marché-là, c'est quelque chose de tout nouveau, dans le sens pour ces gens-là. Est-ce que c'est un marché qui a beaucoup de concurrence au jour d'aujourd'hui? Oui, on peut dire qu'il y a beaucoup de concurrence, mais après, c'est un peu comme partout, il y a à boire et à manger. Ici, on peut se targuer d'avoir 25 ans d'expérience. Oui. Donc, on a vraiment très très bonne réputation. On a 250 000 heures de vol. 250 000 heures? Oui. Ah ouais. Comme je disais, on a 250 pilotes qui sont formés. Pardon, on a notre propre centre de formation. On a notre propre centre de maintenance qui sont agréés, certifiés Pilatus. Oui. Donc, ça nous donne vraiment une certaine légitimité. Après, comme je disais, au niveau du charter, vous ne savez pas vraiment avec qui vous allez voler, où il y a des opérateurs qui peuvent venir de partout, les avions peuvent être plus ou moins assez vieux. Donc disons que oui, il y a des gens qui ont bonne presse, également ici aussi en Belgique, mais en tout cas, voilà, Jetfly est leader européen aujourd'hui et c'est pas par hasard, mais il y a de la concurrence, oui, il y en a. Est-ce que je peux voir ça comme ça, que vous êtes un genre concessionnaire Pilatus, comme il y a un concessionnaire Fiat ou Renault ou Ford? Non, je dirais plutôt qu'on peut voir ça un peu comme un leasing opérationnel, mais sans vraiment de concession. Bon, c'est vrai qu'on va vendre peut-être des avions, mais au niveau de l'achat-vente, on sera plutôt dans tout type d'avion, toute marque confondue. Oui. Donc on ne vend pas d'avion à proprement parler. Non. On est plutôt vraiment une société basée sur le service, et je verrais plutôt ça comme effectivement un leasing opérationnel. Vous venez, vous avez un asset et vous pouvez l'utiliser, et là-dedans vous avez toute une série de services qui seront intégrés
montant, dans ce montant global. Ouais. Tu sais que le podcast, il est né d'un podcast qui agissait sur tout ce qui était credit management et paiement facture, hein, justement. Ça aussi, c'était une histoire qu'il m'a racontée de nouveau dans les préparations. En fait, le risque d'un non-payeur dans la copropriété, il est couvert chez vous. Si moi j'achète un avion avec 15 autres et qu'il y en a 2 qui ne veulent pas payer, ce risque-là, il est couvert. Alors, il y a 2 choses. Le problème, premièrement, c'est l'acquisition. Au niveau de l'acquisition, Jetfly va acquérir en moyenne 3 avions par an. Nous, on achète tous nos avions neufs et on les revend après 10 ans. Oui. Donc, en fait, le business model, en tout cas, de Jetfly est assez sain, dans le sens où ce sont les copropriétaires qui financent l'achat de l'avion. Oui. Comme je le disais, vous allez récupérer une partie de ce capital en fin de programme. Oui. Mais en tout cas, on demande de payer ce montant à la base pour justement sécuriser tous les autres copropriétaires. Les frais de gestion permettent cela aussi. En fait, imaginons que demain, un copropriétaire ne paierait pas ses factures. En fait, cette différence entre les coûts d'acquisition avant la sortie, mais cette différence-là, s'il ne venait pas à payer, on peut le couvrir avec cette différence, en fait. Oui. Et donc ça permet vraiment de sécuriser tout le système. Oui. Donc c'est quelque chose d'assez sain. Maintenant, après, des mauvais payeurs, il y en a, ça arrive. Mais donc, du coup, tout le monde est protégé par ce système. Et puis surtout, si vraiment je devais ramener ça à une réalité, je veux dire, les mauvais payeurs, enfin, c'est assez anecdotique, en fait. Ça n'arrive... Ça vaut peut-être même pas la peine de vraiment parler. On ne connaît pas vraiment Pas ce problème-là. Non. Quelqu'un qui dit... Ok, je signe pour un 16e ou un 10e dans l'avion, hein, et qui, après 4 ans, dit ouais, l'aléa des choses ou l'hasard des choses fait que je ne sais pas rester dans l'avion, je dois vendre ma partie. Est-ce que c'est possible de sortir plus tôt? Oui, mais bon, alors là, vous allez, c'est comme dans un leasing opérationnel aussi, si vous sortez du programme plus tôt, il y a des frais. Et il y aura des frais. Oui. Donc on essaiera de trouver un acquéreur. Généralement, quand on a des second-hand shares, donc on va plutôt les destiner à des propriétaires qui voudraient acquérir une seconde part. Oui. Ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on privilégie. Donc comme je le disais, en fait, c'est 2 contrats de 5 ans. Donc le programme dure 10 ans, mais reconduction tacite après 5 ans. Et on peut sortir du programme après 5 ans, mais maintenant, après, en cas de décès, c'est différent. On comprend que, par exemple, il y ait des héritiers qui ne veulent pas rester dans le programme et qui voudraient se retirer. Et ils ont le droit de le faire. Maintenant, s'ils veulent rester dans le programme et prendre cela un peu comme faisant partie, au fait, d'un héritage quelconque, par exemple, ben, c'est juste une modification au niveau du contrat. Mais si jamais, en cas de décès, vous seriez amené à vouloir sortir du programme en tant qu'héritier, ben alors on mettra votre part en vente et généralement ça prend quelques mois pour qu'on puisse revenir vers vous avec une solution. Oui, mais ça on la trouvera. Oui. Non, après celui qui veut partir pour une raison, ben oui, contractuellement il sera amené à devoir payer des indemnisations. Mais comme tu dis, c'est comme un leasing voiture, quoi. Voilà. Ça fait partie des trucs. Bon, de nouveau, hein, je reviens vers toi quand même. Hein, c'est important. Travailler dans la com, passer en aviation. Aujourd'hui, en tant que responsable pour la Belgique, pour Jetfly, ton quotidien ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu dois faire à longueur de journée? Comment ça se passe? Je suis à l'écoute du marché, surtout. Mon quotidien, c'est déjà lire la presse. Parce que la plupart de nos propriétaires, copropriétaires sont des personnes qui sont à la tête d'une entreprise ou qui ont des positions dirigeantes dans une entreprise. Donc c'est là que nos clients en tout cas se trouvent, donc c'est déjà un peu lire la presse, voir un peu comment ça se passe. Moi, mon rôle, c'est plutôt d'aller à la rencontre du potentiel prospect de Jetfly, mais c'est aussi, et c'est la raison pour laquelle en fait, on m'a intégré à Jetfly, c'est parce qu'ils voulaient un regard en fait, assez neutre et nouveau sur l'aviation privée. Ils voulaient, comme je disais aussi, plutôt un profil que vraiment un CV qui répondait vraiment aux critères parfaits de l'aviation privée. Et donc, en fait, c'est faire briller Jetfly au mieux sur la Belgique. En fait, c'est un territoire qui avait été... En fait, il vivait un peu organiquement parce qu'on a 15 copropriétaires ici en Belgique. Mais ça s'est toujours fait un peu par cette bonne presse, cette bonne réputation. Mais pour la petite info, il faut savoir que... Donc, j'ai donné quelques chiffres sur ce que représente l'aviation d'affaires. Mais il faut savoir que la croissance au niveau de l'aviation d'affaires mondiale, ça tourne entre 2 et 5% annuel. On va plutôt être aux alentours de 3. L'année passée, on était à 3,2, avec 5,2 de croissance pour le marché américain.
En fait, aux États-Unis, il y a un dicton qui dit no play, no game. C'est vraiment dans la culture. C'est eux qui tirent quand même toujours un peu le marché de l'aviation privée vers le haut parce que c'est impensable pour eux de ne pas avoir cet asset pour faire du business tout simplement. Et donc, en fait, en Belgique, on a une croissance qui est plutôt flat. Ces 25 dernières années, on est sur du 2%. Mais l'année passée, la Belgique a surperformé avec 10,6% de croissance. Avec la France derrière à 6%. Et donc, vraiment, on s'est rendu compte que la Belgique avait, à la sortie du Covid, en fait, il y a vraiment eu une demande très importante parce que les gens voulaient, les hommes d'affaires voulaient continuer à voyager parce qu'on était tous interdits de... Oui, on ne savait pas bouger. On ne savait pas bouger. Et la seule manière de pouvoir bouger, c'était de trouver cette alternative. On ne pouvait pas le faire en commercial, donc on devait le faire en privé. Et donc, ce système de propriété fractionnée, propriété partagée, a vraiment connu un succès incroyable parce que ça permettait d'avoir tous les avantages de la propriété pleine sans les inconvénients. À moindre coût, en fait. Oui, et avec, effectivement, et tout bien calculé, quoi. Je crois que ça c'est vraiment le truc. C'est comme tu m'avais expliqué aussi au préalable, c'est pas, on a eu un bird strike, on a eu ceci, on a eu cela, tout le monde va mettre de l'argent. On ne viendra jamais vous trouver qu'un petit air embêté en vous disant, écoutez, voilà, on a cassé un moteur, il va falloir mettre la main à la poche. Donc c'est effectivement de la copropriété, mais quand vous êtes copropriétaire dans un appartement, s'il y a des infiltrations dans le toit, tout le monde doit mettre la main à la poche. Chez Jetfly, tout ça est couvert par vos frais de gestion. Peu importe les montants, en fait. Donc des fois c'est des petits montants, parfois c'est des montants colossaux parce qu'effectivement nos avions peuvent connaître des problèmes. Et c'est en ça que réside vraiment le succès de Jetfly en fait. C'est la transparence et puis surtout la qualité au niveau du service. Vous êtes en retard, on vous attend. Vous pouvez vous présenter 15 minutes avant. Comme je disais, il faut vraiment comprendre que l'aviation privée c'est destiné à des gens pour qui le temps est important mais pour qui le temps ne l'est pas en fait. C'est le plus grand luxe, mais ce n'est pas une question d'argent. Le plus grand luxe, même pour moi, pour le commun des mortels, c'est de passer le plus de temps possible avec ses enfants, c'est de gagner du temps avec ses employés, c'est d'être plus efficace. On court tous après le temps. Oui, c'est ça. Et chez Jetfly, on aime à dire qu'on vend du temps, en fait. Magnifique. Magnifique. Si ça, c'est pas une belle conclusion. Je ne sais pas si c'est une belle conclusion, en tout cas, c'est la mienne. C'est magnifique. Chez Jetfly, on vend du temps et c'est vrai, il faut avoir l'esprit libre et il faut avoir les mains libres pour pouvoir faire des bonnes affaires, pour pouvoir développer des nouvelles choses et pour pouvoir aussi mettre du temps dans ce qui est vraiment important, étant les enfants et la compagne et tout ce qui va avec. Jean-Baptiste, un tout grand merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Et puis, désolé si je parle beaucoup, mais l'aviation, c'est tellement, il y a tellement de choses à dire que j'ai essayé d'être le plus concis. C'était absolument nickel. J'espère que nickel. Voilà, mais en tout cas, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et voilà, ceci était un podcast un peu en dehors du commun, Never Overdue, avec Jean-Baptiste Fabricator et Jean-Paul Van Damme. Merci beaucoup et à la prochaine fois.